Bonsoir, nous sommes le 3 avril 2021, c'est le samedi de Pâques et je profite, voilà, il est 22h06, je profite du fait que les enfants soient couchés pour m'adresser aux parents et pour j'ai un message, voilà, si vous avez besoin d'une religion, j'ai ce qu'il faut. Alors, vous allez vous demander pourquoi je dis ça, c'est parce que dans des temps aussi troublés que les nôtres, et comme disait l'autre, ça ira plus mal avant que ça n'aille beaucoup mieux. J'allais dire ça ira pire. Dans des temps comme ça, les gens, un jour ou l'autre, ils vont se tourner vers des religions. Ils auront envie de croire de nouveau à quelque chose. Et c'est pour ça, euh, j'ai une sorte de tuyau. Voilà, j'ai quelque chose qui, plutôt que de vous laisser choisir n'importe quoi, des choses qui pourraient, comment dire, être dangereuses pour l'humanité, je vais vous proposer quelque chose qui existe. Voilà. Je vais vous parler d'un bonhomme. Il est mort en 1982. Et en 77, il a fait une grande conférence et les gens étaient assez perplexes, écoutaient ce qu'il disait. Les gens se regardaient, ça a été filmé, vous allez pouvoir ça. Les gens se regardaient, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et à la fin, comme les gens se posaient des questions et qu'ils n'avaient pas du tout entendu ce qu'ils s'attendaient à entendre, il a dit, je suis un prophète. Et je ne sais pas si ça a été vraiment noté au moment même. Alors voilà, c'est toute une religion qu'il a proposée. Il y a un enregistrement qui s'arrête un peu avant la fin, apparemment, au milieu d'une phrase. Ça dure à peu près une heure. Ça s'est passé à Metz en France. Ça s'est passé à l'hôtel de ville. Et on voit il y a une salle pleine, il y a plein de gens. Ce sont des, à les regarder, ce sont des gens jeunes, ce sont des gens jeunes qui sont là. Et qu'est-ce qu'ils croyaient faire, ces gens-là, à qui on a offert quelque chose de tout à fait différent? Ils croyaient venir écouter un auteur de science-fiction. Ils venaient écouter un auteur de science-fiction. Ils ont entendu parler essentiellement de théologie, de la divinité, du paradis, du jardin d'Éden. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire quand il dit mon royaume n'est pas de ce monde? Est-ce qu'il est possible de comprendre ce qu'il veut dire quand il dit le royaume de Dieu est en vous? Et des choses de cet ordre-là. Et les gens ne s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à entendre Philippe Cadic, parce qu'il s'agit bien de lui, faire un exposé sur ses bouquins de science-fiction. Alors, 77, il faut bien situer, c'est l'époque où seuls les gens qui lisent de la science-fiction ont entendu parler de lui. Parce que il s'est passé ensuite la chose suivante, c'est qu'on a fait plein de films à partir de ces livres. Ça a commencé en 1982 avec le Blade Runner de Ridley Scott, en 90 le Total Recall de Paul Verhoeven, 2002 le Minority Report de Spielberg, Steven Spielberg, en 2006 un truc très intéressant puisque c'est du dessin animé fait par-dessus du vrai cinéma. C'est Scanner Darkly de Richard Linklater. Et on a encore fait d'autres films depuis sur des thèmes de romans ou de nouvelles de Philippe Cadic. Et aussi, en parallèle, bien qu'on parle d'une inspiration de Dick pour la série des films La Matrice, le premier c'est en 97, euh, donc, on ne connaît pas encore, le grand public ne connaît pas encore Philippe Cadic. Il n'y a que vraiment les fanats de science-fiction qui le connaissent. Et ils vont écouter ce bonhomme. Et qu'est-ce que ce bonhomme raconte? Il explique une nouvelle religion dont il est le prophète. Dont il est le prophète. Euh, il lève à la fin de la conférence le doute. L'interrogation des gens qui sont là, qu'est-ce qu'on a entendu? On n'a pas entendu un type parler de ses romans de science-fiction, on a entendu autre chose, et il dit le mot prophète, je suis un prophète, voilà. C'est pas comme ça qu'on le retient. Si vous regardez sa notice, il a des notices importantes dans toutes les langues parce que voilà, c'est quelqu'un dont on lit les livres et dont on continue de faire des films à partir de nouvelles ou de romans qu'il a écrits.
Il y en a sur lesquels des réalisateurs comme Ubik, qui n'a jamais été tourné, il y a les gens continuent de se battre en coulisses pour être la personne qui fera le film à partir de Ubik. Et ce personnage-là, donc, est un personnage tout à fait différent de ce qu'on pourrait imaginer. Alors, c'est encore plus étonnant que ce que je viens de dire. Je vais revenir sur cette conférence de Metz, sur cette création d'une nouvelle religion. Mais il écrit par exemple un livre qui s'appelle Valis, Vast, est-ce que je vais retrouver tous les termes, enfin bon, ça dit en gros un système vaste, actif, d'une intelligence vivante. Voilà, c'est ça qui fait en anglais Valis. Dans ce livre-là, Philippe Cadic fait la chose suivante, et il faut que je donne un tout petit élément de contexte avant. Là, on est en 81, c'est 4 ans après la conférence de Metz. Il est considéré par son entourage, il est considéré comme fou. On considère que c'est un dingue. Il écrit donc en 81, un peu, bon, il mourra en mars 82, il écrit ce livre qui s'appelle Valis, et dans ce livre, il fait la chose suivante. Il y a un narrateur. Il y a un narrateur, en général on suppose que c'est l'auteur quand rien n'est précisé, mais il y a un personnage, et il y a un personnage qui s'appelle Horse Lover Fat. Bon, alors il explique très bien, ce personnage, dit le narrateur, ce personnage c'est moi, mais je préfère en parler à la troisième personne. Et il n'y a pas de doute sur qui est ce Horse Lover Fat. C'est une traduction rigolote, humoristique du nom Philippe K. Dick. Voilà. Pourquoi? Parce que Philippe, étymologiquement en grec ancien, phil et hip, bon, hip pour hippodrome, le cheval, voilà, hippomobile, hippique, phil, celui qui aime les chevaux, c'est-à-dire en anglais donc horse lover, celui qui aime les chevaux, et dick, il le traduit par fat, parce que ça veut dire gros en allemand. Donc, il y a un auteur, qui est Philippe Cadic, qui écrit un livre où il est dit qu'il y a un personnage qui est Philippe Cadic, dont va parler le narrateur, mais le narrateur nous explique qu'il ne va pas dire je, il va l'appeler donc voilà de ce nom bidon qui représente Philippe Cadic. Et je vous ai dit, on est dans un contexte où cette personne, Philippe Cadic, est considéré comme timbré par sa compagne, par tous ses amis, etc. Et là, dans ce livre, écrit à cette époque-là, il y a donc ce personnage de Philippe Cadic, mis en scène, qui est effectivement un timbré, et le narrateur dit « J'aurais quand même bien souhaité pouvoir l'aider » parce que ce type est timbré, et il y a des analyses, je dirais absolument comme un médecin légiste, comme un psychiatre légiste, explique pourquoi ce type est fou. Il explique qu'il a cramé son cerveau en prenant trop de drogue à une époque, etc. Il décrit la schizophrénie du personnage, et la schizophrénie, la double personnalité, elle est là. Elle est là, ou même la triple, puisqu'il y a un narrateur qui explique qui est ce Philippe Cadic et qui décrit dans ce livre sous le nom de Horse Lover Fat le personnage cinglé que son entourage connaît. Mais il y a en retrait, il y a un autre personnage qui lui est pas timbré du tout, qui est plutôt, je dirais, du côté d'un psychothérapeute, d'un psychanalyste, d'un psychiatre qui explique ce personnage-là. Et quand on revient à la conférence de 1977 à Metz, on comprend de quoi il s'agit, parce qu'il nous explique le cadre. Alors, le film La Matrice, la série des films La Matrice, est directement inspirée non pas d'un roman de Philippe Cadic, mais de ce qu'il dit dans cette conférence de 1977. Alors, il faut dire qu'il parlait de ce genre de choses ailleurs aussi, et il a écrit un gros bouquin, alors carrément gros, de 8000 pages, un bouquin de 8000 pages qu'il appelle Exégèse, où il réfléchit voilà, à ce qu'on est, quel est le... Et on pourrait dire, c'est un ouvrage de théologie.
c'est véritablement un ouvrage de théologie. Et par ailleurs, les derniers romans, comme ce Valis, mais aussi La transmigration de Timothy Archer, qui est la vraie vie d'un certain James Pike, qui était un évêque dans la religion épiscopalienne et qui a été accusé d'hérésie. Ces derniers romans, c'est pas de la science-fiction, c'est véritablement de la théologie-fiction. Ce sont des réflexions. C'est un roman. Ce sont des romans qui sont passionnants à lire, mais à tout moment on nous parle de la Bible, on nous parle effectivement de la présence de Dieu. Est-ce que la présence de Dieu, si elle existe, nous permet-elle de communiquer avec les morts? Des choses de cet ordre-là. C'est quoi notre destin? Quels sont les degrés de liberté dont nous disposons à l'intérieur du monde? Est-ce qu'on peut prendre son destin en main, etc. Des questions d'ordre éthique. Mais alors, dans l'exposé de 1977, c'est un exposé systématique d'une religion et elle est fondée, la description de cette religion, elle est fondée en réalité sur une théorie physique. Sur une théorie physique, c'est tout à fait cohérent par rapport à une interprétation de la mécanique quantique par un certain Hugh Everett en 1956. Monsieur Hugh Everett, un Américain, rédige une thèse et puis ensuite il publiera un article l'année suivante. Il sera quasiment recalé par l'université et il fera carrière dans autre chose, si j'ai bon souvenir, dans l'électronique. Mais c'est la personne qui a proposé une interprétation de la mécanique quantique très célèbre, celle des mondes parallèles ou des mondes multiples, comme on dit aussi, qui dit que pour expliquer un phénomène qu'on connaît en mécanique quantique, c'est-à-dire qu'à certains moments, des particules sont dans un état superposé. Elles sont à la fois, je dirais, blanches et noires, sans qu'on puisse déterminer, mais il y a à ce moment-là ce qu'on explique comme étant un effondrement de ces états superposés qui choisissent, si l'on peut dire, parce que ce sont des particules qui ne choisissent pas, mais qui bifurquent entre un des deux états possibles. Et là, l'interprétation de Everett, c'est de nous dire, non, il n'y a pas de résolution sous la forme d'un effondrement de ce train d'onde. En fait, ces deux états superposés créent deux univers parallèles. Voilà. Et donc, quand on nous dit c'est formidable, il y a des milliards d'étoiles, c'est tellement grand, etc., dans cette interprétation-là, il y a des univers comme ça qui sont créés à l'appel à tout instant et à tout moment. Et là, ce que Philippe Cadic fait, c'est qu'il explique un ensemble d'expériences mystiques qui ont été les siennes. Il parvient à l'expliquer dans ce cadre-là. Et si vous connaissez un peu le thème de ces livres, le thème des films qui ont été faits à partir de ces livres, vous savez qu'il y a souvent le personnage du précog. Le précog, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est la personne qui a une connaissance anticipée. Et par exemple, dans Minority Report, ces précogs sont des créatures qui sont là dans un état je dirais, dans une sorte de piscine, dans un état suspendu, mais ils voient des choses qui pourraient se passer et ils sont en connexion avec la police. La police peut empêcher des crimes qui vont avoir lieu à partir de cela. Alors, ça pose tout de suite des problèmes. Si on est dans un monde déterministe, il y a un scénario et puis c'est tout. Si on n'est pas dans un monde déterministe, comment est-ce qu'on peut éventuellement faire basculer d'un parcours possible à un autre? Et là, dans la conférence de Metz, Philippe Cadic explique très très bien comment il voit les choses. Dans ce cadre-là, il dit: il y a un monde dans lequel nous sommes, mais en permanence, il y a des mondes. Et il dit les chiffres, il y en a peut-être 2, il y en a peut-être 3, il y en a peut-être 30, dit-il. Il y a des mondes qui sont en train de bifurquer autour de ça et dans lesquels nous pouvons basculer. Ce qui fait que c'est cohérent par rapport à cette idée que nous pourrions intervenir d'une certaine manière pour choisir une de ces voies possibles. Nous pourrions basculer dans une certaine de ces voies. Alors, comment est-ce que tout ça est organisé? Eh bien, dans le cadre de ce que vous dites, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, qu'il appelle aussi le programmeur, qui est en train de mettre les choses en place. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il rejoint là, pas seulement de la physique, il rejoint de la philosophie.
il ne mentionne pas, je ne sais pas si on a mentionné à son propos, mais c'est tout à fait flagrant pour moi, en fait, ce qu'il défend comme point de vue, dont il dit qu'il en a eu l'expérience, en particulier, il explique bien qu'il n'a pas vécu du passé, qu'il n'a pas vécu non plus de l'avenir. Il explique bien que s'il y a du déjà vu, c'est pas par rapport à des choses qui se sont passées, c'est parce que c'est des choses qui se passent en ce moment même. Nous avons la possibilité de passer dans des mondes latéraux. Et quand il dit, le Christ dit, mon royaume n'est pas de ce monde, il dit c'est parce qu'il est sur un truc un peu parallèle. Et on peut se tourner alors vers ce Dieu en lui demandant de sortir des chemins qui sont des chemins battus, du chemin qui est tout tracé. Par la prière, par exemple. On peut attirer l'attention du programmeur. Et qu'est-ce qu'il a devant lui, ce programmeur? Il a la grande matrice. Et c'est de là que le terme va être utilisé. Donc, il dit ça en 77. Le terme va être utilisé, en particulier dans ce film qui va apparaître 20 ans plus tard, qui va être produit 20 ans plus tard, la matrice. L'idée vient de là. Et il y a ce grand programmeur. Et ce programmeur, il joue pas seul. Il y a un personnage de type de Satan qui essaye de saboter les choses en permanence devant lui. Mais, dit Dick, il peut arriver à rien. Il peut arriver à rien parce que à tout moment, ce programmeur peut corriger. S'il voit que ça va vraiment dans une très mauvaise direction, il peut revenir en arrière. Et remettre les choses sur le droit chemin. Et il prend un exemple tout à fait contemporain, Dick, en disant on a frôlé la catastrophe avec Nixon, on pouvait tomber dans un état autoritaire, et là, Dieu, programmeur, fait un petit pas en arrière, il va dans la matrice et il modifie les choses. C'est-à-dire que, en fait, Dieu s'arrange à tout moment pour que on soit dans le meilleur des mondes possibles. Ça rejoint exactement l'idée de Leibniz, qui a des tas de mondes possibles, mais que nous sommes dans le meilleur de tous. Et vous savez, bien entendu, Voltaire se moque de lui en présentant un héros dans son roman qui s'appelle, je ne sais plus comment, un héros qui, à tout moment, s'émerveille devant le fait qu'il est à Lisbonne au moment du grand tremblement de terre en disant « Ah, mais ça aurait pu être bien pire, etc. » Et le titre de la conférence de Metz de Philippe Cadic, c'est « Si vous trouvez que ce monde est mauvais, attendez de voir certains autres. » Voilà. Ce qu'il nous dit, c'est que ça a l'air pas bien notre truc, mais réfléchissons au fait qu'il y a sans arrêt des rétablissements possibles. Et là, en fait, et c'est mentionné quelque part sur Wikipédia, j'avais proposé une interprétation de ce type-là à propos des mondes parallèles, mais qui était d'un ordre un petit peu différent. Ce que je disais moi-même, c'est dans un article qui est apparu autour de 2000, c'était la chose suivante, c'est que s'il y a vraiment des mondes parallèles, si l'interprétation d'Everett de mécanique quantique est vraie, est la bonne, à ce moment-là, nous n'arrêtons pas, nous, de devoir choisir, mais évidemment pas choisir, nous sommes entraînés d'un côté ou de l'autre. Et un principe de choix, qui n'est pas notre principe de choix, mais c'est la chose suivante, c'est que si nous sommes dans un grand nombre de mondes, et que par exemple, voilà, il y a peut-être, disons, 225 possibilités. Dans 224 de ces possibilités, nous mourrons, d'une manière ou d'une autre, et dans la 225e, non, on l'échappe. On échappe à ça. Dans quel monde allons-nous continuer à vivre? Eh bien, l'explication est très simple. Comme le sentiment que nous vivons est attaché au fait que nous sommes en vie, dans les 224 mondes où nous disparaissons, il ne se passe rien pour nous. Nous continuons pépère dans le 225e, où nous nous sortons indemnes de choses extraordinaires qui auraient pu arriver. Pourquoi est-ce que nous sommes tous en vie alors qu'en 1962, on a été à 1 millimètre d'une guerre thermonucléaire? Eh bien, simplement, peut-être que dans des millions de mondes parallèles, nous sommes tous morts dans une guerre thermonucléaire. Mais il y a une possibilité que M. Khrouchtchev et M. Kennedy disent « Bon, allez, on laisse tomber et on continue comme ça ».
et nous sommes nécessairement dans celui-là, puisque c'est dans celui-là que nous avons survécu. Donc, mon interprétation, là, ça a paru dans les cahiers du collège de philosophie, mon interprétation là, c'est pas la même que Kadik, mais on pourrait considérer que si c'est ça vraiment l'explication, alors chacun vient avec son interprétation de la manière dont ça marche. Il y a moyen d'expliquer ça de manière un peu différente. Et donc, lui, quand pourquoi est-ce qu'il parle quand même de ça quand les gens s'attendent à ce qu'il parle de ses récits de science-fiction? Il dit tout ce que j'écris, c'est pas de la fiction, c'est des choses que j'ai expérimentées, que j'ai vécues véritablement, mais pas dans le passé, pas en étant emmené sur une autre planète. Ce sont des choses qui se passent simultanément et que je peux raconter. Et quand je vous raconte dans l'homme, l'habitant du haut château, quand je vous explique que c'est un monde où les États-Unis et les puissances occidentales ont perdu contre les puissances de l'Axe, contre l'Allemagne et le Japon, c'est une expérience que j'ai vécue à un moment donné dans ma vie. C'était le mauvais scénario. Je me suis trouvé dans ce scénario que Dieu, le programmeur, a corrigé. Même chose quand dans mon roman Flow My Tears, The Policeman Said, Coule mes larmes, le policier dit, de ce monde totalitaire, il dit ce monde totalitaire, c'est celui où Nixon n'a pas démissionné. Et je n'invente pas, c'est pas de la fiction, c'est des choses que je décris de l'expérience que j'ai. Alors, il n'explique pas pourquoi lui, il a cette possibilité je dirais, de vivre dans ces mondes tangents qui sont là à côté des nôtres, qui sont des alternatives. Il le laisse entendre. C'est son expérience de la drogue qui lui permet de faire ce genre de choses. La même expérience de la drogue qui fait que ses amis et ses compagnes considèrent qu'il a le cerveau cramé et que le type est complètement parti. Alors, voyez tous ces éléments. Bon, d'abord, ça nous fait des excellents romans, des excellentes histoires, ça nous a fait des excellents films. Total Recall, on nous fait un remake. Blade Runner, on nous fait un remake, c'est-à-dire que quand on a fini de les voir, quelques temps plus tard, on nous refait une autre histoire là-dessus. Plus le thème de la matrice. Alors, le thème de la matrice, c'est un thème qu'on appelle The Tunnel Under the World. Et ça, c'est parce que la première histoire qui raconte ça, j'aurais dû penser à amener le petit livre à côté de moi, la première histoire qui raconte ça, c'est une nouvelle de 1956. C'est la première fois qu'on a dans la science-fiction ce thème d'un bonhomme qui comprend absolument pas ce qui lui arrive. Il a l'impression d'être un peu dans un jour sans fin, qu'il est tout le temps dans la même histoire, et il finit par se rendre compte qu'il y a des coulisses, et ces coulisses lui font comprendre qu'en fait, il est dans une maquette. Il est dans une maquette et il y a quelque chose qui est programmé. Et ce couloir sur lequel il débouche, qui montre qu'il y a des coulisses, ce thème est repris, bien entendu, dans les films de la Matrice. On est là dans la rue, etc. Il se passe plein de trucs. Tout à coup, ils ouvrent une porte, ils sont dans un couloir, dans un immense couloir. On est du côté de la Matrice, on est du côté de ce que fait le grand programmeur qui est en train de faire des choses, mais qui essaie d'arranger les choses. Il a cet ennemi en face. Il a ce type qui est un peu dégueulasse, qui est du côté de la souffrance et tout ça. Et Dieu le programmeur, essaye de nous amener dans la bonne direction, quitte à même revenir parfois en arrière pour réécrire un peu le scénario en voyant que ça tourne très, très, très mal. Voilà. Alors, c'est une petite plaisanterie de ma part, mais il y a peut-être davantage de vrai là-dedans que ne le pouvaient l'imaginer les gens qui, en 77, sont là absolument sidérés, qui viennent écouter un auteur de science-fiction, et ce type termine son truc en disant « je ne suis pas un auteur de science-fiction, je suis un prophète qui vous explique exactement comment les choses sont en train de se passer, qui vous donne la véritable explication de ce qui se passe ». Et vous le savez peut-être, parmi les grands fanats du transhumanisme, Monsieur Kurzweil, Monsieur Elon Musk, Monsieur Bostrom, qui a ce centre à l'université d'Oxford sur l'avenir du monde, tous ces gens-là sont des gens qui disent en privé: nous croyons à l'histoire de la programmation, nous croyons que nous sommes à l'intérieur d'un grand machin numérique. Ils ne se prononcent pas nécessairement sur la qualité du programmeur, mais il y a des gens qui croient déjà à cette religion-là, et ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont beaucoup de projets en cours.
Est-ce qu'ils reçoivent des instructions de manière directe, comme c'était le cas de Philippe Cadic, sous forme de réseau, un genre de réseau laser, une grande lumière rose qui vient lui dire des choses de temps à autre? Je ne sais pas. Je vous laisse là-dessus. Allez, à bientôt.